tenter d'amorcer un dialogue, un débat sur les raisons qui nous ont conduits à cela, et surtout sur les manières d'éviter l'écueil dans lequel voudraient nous entraîner à la fois ceux qui ont commis ces attentats, celui en l'occurrence, peut-être n'était-il pas seul, l'enquête le déterminera, mais en même temps les tenants d'un discours un peu extrême, radical, qui pourrait nous amener les uns et les autres à adopter des attitudes ou des discours ou des positions qui évidemment n'iraient pas dans le sens de cette cohésion nationale. Ça nous rappelle évidemment de façon assez cruelle qu'il y a une partie de la population qui s'est emmurée, construit une sorte de contre-société dans laquelle ils vit cette partie de la population un peu aux marges, et qu'il est aujourd'hui très difficile de leur donner, de leur expliquer que pour vivre dans une collectivité humaine, dans une communauté humaine, il y a des normes, et que les normes s'inscrivent dans le cadre de la République et que chacun peut s'exprimer dans ce cadre et pas au-delà. Donc c'est, je crois, l'un des aspects qui va être abordé ce soir par nos différents intervenants. Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent, le traumatisme est encore assez vif, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce qu'un individu commette des actes aussi odieux, aussi ignobles, quelle est la valeur, quelle est l'épaisseur finalement de notre bouclier républicain qui pourrait nous permettre, ou qui aurait pu nous permettre de rester à l'abri de ce genre de tragédie, et comment est-ce qu'on peut tenter à l'avenir de s'en préserver, de s'en protéger. Alors, l'impact est évidemment très grand dans les esprits, dans les consciences. Il va avoir évidemment aussi des conséquences sur les comportements de certaines personnes, de certains groupes sociaux. Donc je crois que c'est aussi l'un des points qu'il faudra que l'on évoque ce soir. Les représentations que l'on a, ou les assignations que l'on fait parfois, involontaires ou pas, doivent elles aussi évoluer et changer sur la perception que l'on peut avoir d'un certain nombre de ces personnes qui sont conduites, qui sont amenées à ce genre d'actes. Alors, que peut-on dire également sur l'islamisme qui progresse, nous dit-on, sur la manière dont il s'exprime, sur la manière dont on peut le contenir, sur la manière dont la République doit permettre l'émergence d'un islam en France. Je crois que c'est pas simplement de la nuance sémantique, c'est important. On a vécu pendant plusieurs décennies sur un islam de France. Aujourd'hui, il faut bâtir autre chose. Il y a un autre modèle à construire, une autre voie à trouver. Donc, je crois que c'est des questions là aussi qui sont très, très importantes. Donc, on va tenter de peut-être dresser des pistes de réflexion et d'action pour ceux qui, à cette tribune, ont fait le choix de l'action. Donc, je vais rapidement présenter nos intervenants, nos invités. Vous les connaissez tous en partie, je pense. À ma droite, Charles Anderlin, qui est journaliste et qui est correspondant de France 2 en Israël. À côté de moi, Audrey Pulvar, qui est journaliste. Yann Moin, qui est également journaliste et écrivain. À côté de lui, Yazid Sabeg, qui est commissaire à la diversité et à l'égalité des chances. Et enfin, au bout de la table, le professeur Sami Cohen, qui a commis plusieurs ouvrages sur Israël, son armée, la société et les mouvements de paix en Israël, un pays et des sujets qu'il connaît bien. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Charles Anderlin, qui arrive tout juste d'Israël, et qui, je ne sais pas si vous l'avez vu hier dans une interview assez émouvante, a rencontré le père du rabbin qui a été assassiné avec ses enfants à Toulouse. Donc peut-être nous en dira-t-il quelques mots, et aussi peut-être l'émotion qu'a suscité cette tuerie en France, en Israël, pardon. Merci. Charles, la parole. Bonsoir. D'abord, merci de m'avoir invité. Samuel Sandler, je l'ai rencontré dans les yeshivas où je venais de terminer les 7 jours, la Shiva. On a été plusieurs, on n'a pas voulu lui infliger une série d'interviews. 50 hommes avant, monsieur. Je vous dis, la première chose que je vais faire en rentrant à Versailles, c'est d'aller voir le président de l'association pour la paix, où il y a des musulmans, où il y a des catholiques. Je vais parler avec l'évêque,
jours auparavant, il a subi un drame épouvantable, un deuil terrible. Et la première chose à laquelle il pense en rentrant, c'est l'entente, c'est la paix, c'est parler à l'autre, c'est prendre monsieur. Et pour moi, c'est l'exemple. Et personnellement, j'ai été énormément touché. On en a parlé, bien entendu, plus longuement en dehors de la caméra. Maintenant, Israël, moi j'ai eu un problème de télé tous ces jours-ci. Les rédactions, et pas seulement celles de France 2, étaient persuadées que l'affaire de Toulouse, le meurtre abominable d'enfants, allait susciter un choc en Israël. Alors c'est vrai, les chaînes de télé en ont fait pas mal, les journaux première page, puis c'est tout. Il n'y a pas eu de manifestation, il y a eu seulement, je crois, samedi soir dernier, il y a eu une petite manif à Tel Aviv. Des francophones se sont réunis, des originaires de France se sont réunis pour prier. Il n'y a pas eu une prière de masse au mur des lamentations. Benjamin Netanyahu ne s'est pas rendu aux obsèques. Israël est un pays en guerre. Le problème est omniprésent. Il y a une vingtaine de jours avant le drame de Toulouse, 1 million d'Israéliens et 1,5 million de Palestiniens, mais 1 million d'Israéliens étaient dans les abris parce qu'il y avait des échanges de missiles entre Gaza et les alentours du territoire, toutes les villes israéliennes. Le drame aujourd'hui en Israël, les titres, la une, c'est un père de famille et ses 4 enfants sont morts dans un incendie. Israël va de drame en drame et puis on passe à autre chose. Je pense que, d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, le choc de Toulouse et de Montauban sera beaucoup plus durable en France pour les problèmes que ça pose que vu d'Israël. Vous avez même eu la grande émission satirique du dimanche soir qui s'appelle Eretz Nehederet, un autre pays, qui a ironisé là-dessus, où les comédiens, c'est en prime time, hein, c'est les plus grandes audiences de la télé israélienne sur la grande chaîne privée. C'était, écoutez-vous, les Juifs de l'étranger, ne mourrez pas seuls là-bas, venez, on mourra tous ensemble en Israël. On en est à faire de la satire là-dessus. C'est pour vous dire le hiatus qu'il y a entre Israël, le conflit et la manière dont c'est perçu en France. Est-ce que je peux faire un petit sondage dans ce public? Est-ce que quelqu'un se souvient, en dehors de l'émission d'octobre dernier, Un œil sur la planète d'Étienne Lénard sur la Palestine, est-ce que quelqu'un se souvient d'un reportage télévisé à France 2, TF1 ou France 3 sur l'occupation, la colonisation ou autre sur ces 2 dernières années? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y a eu quand? Il y a un an, un sujet. C'était pas moi, c'était pas France 2, je vous le dis. Hein. On n'a pratiquement rien fait depuis 2 ans. On ne couvre plus ce conflit. Pour un certain nombre de raisons. D'abord, ça casse les pieds de la rédaction, il n'y a rien de neuf. Je dis, et alors, il y a encore une colonie qui a été construite, alors on fait une brève. Et alors, il n'y a pas d'attentat. C'est calme, il n'y a pas de mort, on n'en parle pas. Au cours de l'année dernière, 2011, j'ai diffusé plus du Caire ou de Jordanie que d'Israël. Là, la région n'intéresse plus, le conflit n'intéresse plus. Et puis il y a également les campagnes. Dès qu'un sujet passe, et ça a été le cas pour l'émission Un œil sur la planète Palestine, ça a été le scandale, le cri, tout le monde s'en est mêlé. Attention, les images du conflit aujourd'hui, elles existent uniquement sur les chaînes satellitaires arabes. Elles n'existent plus sur les chaînes généralistes européennes, qu'il s'agisse de françaises, italiennes ou allemandes. La BBC en passe, la BBC World. Alors, moi, journaliste correspondant là-bas, j'ai un problème. Parce qu'un de ces jours, il va se passer quelque chose. Il y a une situation qui a changé. Le conflit israélo-palestinien aujourd'hui n'est pas du tout tel qu'il existait il y a 4-5 ans. Les données ont fondamentalement changé. Des gouvernements différents des 2 côtés,
une coopération israélo-palestinienne en Cisjordanie sécuritaire et un développement énorme d'économie, alors que la gauche israélienne aujourd'hui n'existe plus. Il faut dire que Benjamin Netanyahu, au plan économique, est un succès. L'année qui vient, 3,5% de croissance, alors qu'on a eu près de 5 l'année dernière. Je crois que les gouvernants en Europe seraient contents d'avoir les chiffres israéliens. C'est vrai, il y a un véritable problème social et il y a le problème palestinien qui est au milieu présent. Le calme existe, le calme est là, mais il y a une énergie qui est en train de croître. Vous avez la crise iranienne qui pointe à l'horizon et qui est là. J'ai balancé un tweet ce matin. Pendant le week-end, les représentants des grandes chaînes de télévision américaines, Fox, CBS, NBC, ont fait une tournée des toits des grands hôtels de Tel Aviv pour dire, si à la guerre vous avez des missiles, on vous prend votre toit. Voilà, ils ont déjà payé quelques milliers de dollars d'avance. Tout le monde en a une impression de plus en plus omniprésente de la grande guerre qui arrive. Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, qui s'alourdit de jour en jour, et à part de temps en temps un papier dans le monde, une idée, les télés, même les chaînes Tout Info ne diffusent plus rien depuis 2 ans, ou un ou deux sujets en 2 ans, c'est ridicule, sur le conflit israélo-palestinien. Ce que je veux dire par là, vous n'êtes pas informé, et donc n'importe quoi est raconté par les uns et les autres, par les pro-israéliens, par les pro-palestiniens, par les différents mouvements. Il m'arrive de rencontrer des militants français pro-palestiniens en Cisjordanie. On ne connaît pas la même chose, hein. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est pas du tout le même conflit tel que je le vois. Et quand ils rencontrent des personnalités palestiniennes, ils sont souvent complètement en porte-à-faux. Donc pour moi, il y a un véritable problème fondamental d'information sur le conflit. Voilà, je réponds à votre question. Merci beaucoup, Charles. Donc si je t'ai bien compris, cette région du monde avance sans qu'on s'en change, éventuellement, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on en soit informé, pardon. Et la tragédie que nous avons vécue la semaine dernière n'a pas suscité plus de réactions que cela. Bon. Alors, c'est vrai qu'on a tous, les uns et les autres, évidemment, pour quelque raison que ce soit, et souvent pour des motifs très très légitimes, des positions, des préjugés, une vision parfois un peu fantasmée de ce qui se passe là-bas. Et là-bas, c'est là-bas, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'entends une porte ouverte, mais il est important de rappeler qu'effectivement, ce qui se passe là-bas se déroule depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle, dans un contexte régional, pour des circonstances historiques qui sont très particulières, et que ce n'est pas ici, ce n'est pas en France ou ailleurs en Europe, qu'on doit ouvrir un autre front sur ce sujet, sur ces questions-là. Par ailleurs, y compris, et en imaginant le pire, que ce soit la seconde France qui s'ouvre ici dans des affrontements ou des confrontations, évidemment, ça ne ferait absolument pas avancer la cause défendue par les uns ou les autres, bien au contraire, ça ne ferait que précipiter à la fois dans la haine et dans les tensions communautaristes encore un peu plus de monde. Donc c'est vrai qu'il faut garder un peu de recul et de sang-froid, sans que, évidemment, chacun ne renonce à ses convictions. Je vais passer la parole à Yann Moix. Des convictions, il en a, vous les disiez souvent, sur ce sujet, sur beaucoup d'autres. Donc, Yann, vous avez la parole. Merci de tenter de respecter la discipline sur le temps de parole. Merci à vous. Donc, qu'est-ce qui nous inspire ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban? Plusieurs choses. D'abord, qu'effectivement, on considérait, sans trop se mouiller, que c'est un acte terroriste. Je dis bien terroriste, car qu'est-ce que le terrorisme finalement? Ça se résume à 3 choses, 3 adjectifs qui viennent, enfin 3 mots qui viennent comme ça à l'esprit immédiatement, c'est l'effet de surprise, la déloyauté et la force. Effet de surprise, déloyauté et force, c'est exactement ce qu'on a eu par exemple pour le 11 septembre, dans un autre pays, à une autre échelle. Qu'est-ce que précisément implique le terrorisme?
Eh bien, moi je définis le terrorisme de la manière suivante, c'est quand il y a une totale adéquation entre l'intention et l'action. C'est le seul domaine où, par essence, l'intention de nuire égale l'acte commis et inversement. Pourquoi? Quand un acte terroriste est commis, à l'instant même où il est commis, il modifie trois choses. Il modifie un échantillon de temps, car ça a eu lieu à une date donnée. Il attaque un échantillon d'espace et il s'attaque aussi à un échantillonnage d'humains, mais qui ont valeur universelle. Car le propre du terrorisme est de faire débuter un acte à une date T, mais cet acte va irradier, va contaminer la réalité, va modifier le futur, va empoisonner l'atmosphère, parce que chacun va s'identifier aux victimes et que par conséquent, par un effet domino, on va se sentir potentiellement concerné. D'habitude, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Ici, vous avez l'inverse. Vous avez une énergie cinétique d'un acte commis qui se transforme à l'échelle d'une nation, d'un pays, d'une ville, parfois d'Occident, en énergie cinétique, potentielle. C'est donc l'inverse. Et je suis allé voir un vieil auteur, Hobbes, qui a écrit Léviathan, c'est un texte qui date de 1651, il dit deux choses. C'est très intéressant. Parce qu'on sait que Léviathan est un texte fondateur de la théorie du droit et de l'État. Hobbes, en 1651, écrit d'une certaine manière sur le terrorisme et concerne exactement ce qui s'est passé à Toulouse. Un crime commis à l'heure du culte ou dans un lieu de culte est plus grave que s'il est commis ailleurs ou à un autre moment. Modification adaptée sur un lieu choisi. Et sur la contamination de la réalité dont je parlais tout à l'heure, si l'on compare les crimes selon le mal qu'ils causent, premièrement le même acte, quand les dommages causés retombent sur plusieurs, contamination de l'unité ou de l'échantillon passe à une généralisation des victimes potentielles, est plus grave que si ces retombées ne font du tort qu'à quelques-uns. Et donc quand un acte fait du tort, non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir, c'est quand même très fort, c'est un crime plus grave que s'il ne cause du tort que dans le présent. En effet, le premier est un crime fécond qui, en se multipliant, cause du tort à beaucoup, alors que le second est un crime infécond. Le terrorisme est quelque chose qui, comme le cancer, sécrète des cellules qui vont devenir folles, qui vont s'emballer, et où tout va devenir possible. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, un tsunami, une catastrophe naturelle, une grippe, un virus, tout était concerné, tout était le signe de Ben Laden. Et donc le terrorisme est doublement déloyal, dans la mesure où il est déloyal en frappant par surprise non seulement des innocents, mais bien souvent, pas simplement des innocents, mais aussi des gens qui sont inoffensifs. Car s'attaquer à l'innocence, c'est quelque chose, c'est déjà de la haine. Mais s'attaquer à l'inoffensif, c'est de la lâcheté. Donc le terrorisme s'attaque par surprise à l'innocent et à l'inoffensif. Et ce qui est très intéressant et c'est pour ça que je fais un parallèle entre c'est pas par joyeuseté du parallèle, hein. J'ai pas cette illumination perpétuelle de voir à quoi correspond quoi sur l'échelle du temps, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à comparer cet événement avec le 11 septembre. Prenons par exemple des actes affreux, là je fais absolument pas de parallèle, mais prenons l'exemple des nazis qui, au moment où ils exterminaient les juifs par exemple, avaient comme souci d'effacer les traces de l'extermination des juifs. C'est-à-dire que les premiers révisionnistes étaient les nazis. Qu'est-ce qui se passe ici avec le 11 septembre et cet événement-là? Dans un cas, Ben Laden et les siens font le plagiat de la Société du spectacle américaine, c'est-à-dire que ceux qui ont assisté pensaient que c'était un film d'où allait sortir un de leurs héros préférés, genre Bruce Willis, et donc ils ont plagié des scénarios préexistants de films. Et l'épreuve de ce que j'avance, c'est que lorsqu'ils ont voulu penser l'après 11 septembre, ils ont fait un brainstorming avec des scénaristes d'Hollywood pour voir ce qui pouvait éventuellement advenir, non pas de l'inévitable, mais de l'impensable, de l'inédit pur, car le terrorisme, c'est de l'inédit pur par définition. Et dans le cas de Toulouse et de Montauban, il y a quelque chose d'autre par rapport à cette image et cette société du spectacle. C'est que Mohamed Merah filme ces actes. Et ces actes sont destinés à être diffusés. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'échantillonnage du lieu, de la date et des victimes devient universel aussi par sa diffusion télévisuelle. Et le terrorisme, sans doute pour la première fois, ne fait pas de la propagande en cachant et en montrant l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Il s'avoue fier de ce qu'il fait, il le fait en temps réel,
et veut qu'il soit vu. Et donc, le terrorisme, et ça a été impressionné par l'image, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a plus de révisionnisme de son acte en temps réel. L'autre chose que je voulais vous dire, et après, si vous voulez, je reparlerai tout à l'heure quand on vous donnera la parole, mais dernière petite chose, c'est une phrase de Péguy qui m'a toujours frappé. Il dit que la politique finit toujours par se transformer en mystique. Et la mystique elle-même finit toujours par se transformer en politique. Ce que je voudrais juste comprendre, c'est pourquoi, souvent, quand un acte à caractère antisémite a lieu, on essaye d'effacer le caractère antisémite de cet acte en mettant en avant une réalité qui serait que, idéologiquement, cela a un rapport avec le conflit israélo-palestinien. Plus on fait monter, si vous voulez, le côté pro-palestinien de l'affaire, plus on fait baisser le caractère antisémite de l'acte. Et là, c'est mon dernier mot, dans une société qui adore l'isme, racisme, antisémitisme, on adore voir de l'antisémitisme partout, mais quand l'acte antisémite est commis, on ne veut plus le voir. Merci. Merci Yann Moix de mettre le doigt, si je puis dire, sur des sujets qui évidemment sont éminemment importants, qui nous interrogent tous. Sur la question du terrorisme, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a longtemps des États ont pratiqué le terrorisme et des mouvements de libération. Donc cette question du terrorisme est évidemment à replacer dans un contexte historique toujours, puisqu'on vit à un temps T. Si on se projette dans l'histoire, dans un autre temps, évidemment, c'est toujours plus compliqué. Mais je ne fais pas ce conseil à moi, puisqu'elle a bien pris le soin de préciser qu'il parlait d'aujourd'hui. Je voudrais donner la parole à André Pulvar, qui est journaliste, qui dans sa carrière est souvent allé en banlieue, dont on dit aujourd'hui, certaines gazettes, certains de tes confrères, des territoires perdus. Je ne sais pas s'ils sont perdus, mais ils sont probablement à reconquérir par des moyens qui restent à trouver. Peut-être que Audrey pourrait nous donner des éléments de réflexion sur la manière dont se vivent tous ces jeunes en désespérance sociale, même si il faut quand même souligner et rappeler que pour la grande majorité d'entre eux, ils ne viennent pas ni des terroristes ni des islamistes. Merci Audrey. Bien sûr. Oui, effectivement, pas seulement au titre de ma carrière, il m'arrive assez souvent de rencontrer des jeunes, que ce soit en banlieue, que ce soit au cœur des villes, souvent des très jeunes d'ailleurs, des gamins de 12-13 ans, ou des adolescents, des étudiants. Et je ne sais pas si ce sont des territoires perdus, mais eux en tout cas ont la sensation d'être des territoires abandonnés. Alors évidemment, ça n'en fait pas, il y a quand même 12 millions de personnes qui vivent en banlieue française. Donc la banlieue, ce ne sont pas que quelques quartiers difficiles, ce ne sont pas que quelques barres d'immeubles, c'est entre 12 et 14 millions de personnes, de toutes couleurs, de toutes religions, de toute origine, voilà. C'est la France d'aujourd'hui. Et ce sont les jeunes que je rencontre souvent se sentent abandonnés sans pour autant que tous, évidemment, deviennent ni des salafistes, ni des extrémistes, ni des terroristes, etc., etc. Moi, ce qui me frappe dans le traitement qui est fait de l'affaire Mohamed Merah, c'est que de la même façon que chez ces jeunes, je suis confrontée parfois à un mélange pas seulement un mélange des gens, mais un mélange de différents problèmes dont les tenants et les aboutissants souvent nous échappent à tous, comme le rappelait à l'instant Charon-Derlin. Donc j'ai ça en face quand je rencontre ces jeunes, et c'est le même mélange de différentes sphères et problèmes que je retrouve dans le traitement de cette information. On commence par nous souvenir depuis 8 jours que Mohamed Merah est un Français d'origine algérienne. Mohamed Merah est né en France, il est français, sa mère est française, il est donc non pas immigré de la deuxième génération, mais français depuis 2 générations. On nous dit, mais on ne comprend pas que cet homme qui allait en boîte de nuit, qui allait au ski avec des copains, qui avait une crête, qui montait à moto, qui buvait de l'alcool, qui draguait les filles, puisse tenir le discours qu'il a tenu. Moi j'ai envie de dire, bon, c'est un jeune Français qui vit en France, qui a grandi en France, et il se peut qu'effectivement il ne rentre pas dans les canons, dans le cadre dans lequel on voudrait enfermer le terroriste aujourd'hui, se réclamant de terroriste salafiste. Ce
que je veux dire par là, c'est que le danger n'est pas forcément là où on le croit, il n'est pas forcément stigmatisable comme on le stigmatise, il n'est pas forcément lié à des bateaux, des avions pleins d'immigrés qui débarquent en France, il n'est pas forcément lié à des problèmes d'intégration. Personnellement, au-delà de ce que les enquêtes vont révéler de la psychopathie ou pas de Mohamed Merah, des manquements ou pas dans l'enquête, etc., je considère qu'on est là en face d'un problème qui est essentiellement lié non pas à l'immigration, non pas à des problèmes d'intégration, parce que pas pourquoi on demande à un Français de s'intégrer en France, mais on est là face à des problèmes essentiellement d'éducation. Alors après, moi je ne suis pas dans la tête de ce terroriste, il y a peut-être certainement d'autres composants qui entrent en jeu, mais si on veut faire un lien entre ce qui s'est passé à Toulouse et ce que moi je rencontre quand je vois des jeunes de 12-13 ans qui m'expliquent que le 11 septembre c'est un complot juif, que de toute façon les juifs avaient spéculé à la hausse sur les compagnies, ou à la baisse sur les compagnies d'assurance et à la hausse sur les compagnies aériennes inversement. Bon, je me dis que là il y a plutôt un problème d'éducation, de vivre ensemble, de décloisonnement des pensées mais aussi des géographies, plutôt que le problème d'intégration, d'immigration ou d'origine algérienne, malgache, comorienne ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de se dire que ce qui s'est produit à Toulouse est l'œuvre d'un jeune Français. Et moi, je ne considère pas que c'est l'œuvre d'un jeune Français d'origine algérienne. Alors après, on peut dire que c'est l'œuvre d'un psychopathe, d'un fou, d'un sociopathe, etc. Mais c'est l'œuvre d'un jeune Français. Donc ça nous interroge, selon moi, sur la façon dont en France, aujourd'hui, on vit ensemble. Sur le fait que, évidemment, tous ces jeunes qui vivent en banlieue et qui se sentent reliés et qui développent des thèses antisémites ou pro-palestiniennes sans vraiment connaître la réalité du conflit, évidemment tous ne deviennent pas terroristes, mais il y a une constante chez eux, c'est cette espèce de ghettoisation à la fois des esprits, enfin, qui leur est assignée selon eux, cette ghettoisation, et à la fois géographique. On a un vrai problème de répartition de la population sur les territoires, autour des villes, etc. C'est pas un problème, ce qui me concerne, ce que je constate, pas seulement un problème ni d'appartenance religieuse, ni d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est aussi un problème de ghettoisation sociale, éducative et culturelle. Et par rapport à ce que disait Yann Moix à l'instant, effectivement, quand un acte antisémite est commis, il n'est pas reconnu comme tel. Effectivement, le terrorisme génère toutes ces énergies négatives dont vous parliez, mais interrogeons-nous sur la responsabilité globale de la société sur ce qui s'est passé, sans évidemment excuser l'horreur, l'épouvante de ce qui s'est produit. Pardon de ramener la conversation à moi, mais vraiment de façon totalement, j'ai envie de dire, désincarnée, mais certains d'entre vous savent peut-être ici que 15 jours ou 3 semaines avant ce qui s'est produit à Toulouse, j'ai porté plainte parce que dans la rue, j'ai été prise à partie par un groupe d'une vingtaine d'individus, le poing levé, qui chantaient des chants antisémites et qui, à mon passage, criaient « You done, you done, you done ». Quand j'en ai parlé, quand j'ai déposé plainte, quand j'en ai parlé, 95% des réactions que j'ai eues, ça a été des gens qui m'ont dit « Bon ben, t'es pas juive, alors quel est le problème ?» Mais comment ça, quel est le problème? Parce que je ne suis pas juive, je ne suis pas concernée quand quelqu'un profère des insultes antisémites. Parce que je ne suis pas juive, je ne devrais pas m'indigner qu'un groupe de personnes puisse, dans la rue, chanter des chants antisémites en parlant de chasser tous les Youpen de Paris. Ça a été, je vous assure, ça a été vraiment, je n'exagère pas, 95% des réactions, aussi bien sur les réseaux sociaux, aussi bien parmi les gens que j'ai rencontrés.
de toute catégorie culturelle, etc., il y a cette espèce de, voilà, finalement, c'est pas si grave, chacun reste sur son compte à soi, chacun reste cantonné dans sa communauté de vie et ne s'inquiète pas de savoir que dans le pays dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, il se passe des choses graves. Moi, quand j'entends des gamins, encore une fois, de 12, 13 ans, 17 ans, m'expliquer qu'il y a un complot mondial juif contre les Palestiniens, contre les musulmans, que le lobby juif, etc. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs, vous connaissez tous ce verbiage. Je me dis qu'on a un problème profond, important, qu'il faut traiter et que la difficulté qu'on a, c'est que comme les gens mélangent un peu tout et n'importe quoi, l'immigration, l'intégration, etc., la violence, le terrorisme, mais on se retrouve dans une situation où on ne peut pas dénoncer ce genre de problème sans passer pour quelqu'un qui stigmatise, etc., etc. Moi, quand je suis en face de gens dans les quartiers qui me disent « oui, mais vous vous rendez compte, Israël tue les petits-enfants avec des bombes et on est là et on ne fait rien », je ne dis pas que ce qui se passe en Israël et dans les territoires occupés ne soit pas grave. Je ne dis pas que l'offensive israélienne sur Gaza il y a 2 ans ne pose pas question. Je ne dis pas qu'il y ait des quartiers en France où on ne doit pas en parler, mais je me dis qu'il y a peut-être des problèmes plus urgents et plus concernants en France et dans les quartiers en France que la question de savoir s'il faut que tous on se lève là pour dénoncer le scandale de ce qui se passe à Gaza. Évidemment qu'il faut le dénoncer, mais j'aimerais aussi, parce que je pense que des deux côtés, ça masque le problème auquel on est confronté quotidiennement, j'aimerais aussi qu'on s'occupe des problèmes réels et concrets des Français et qu'on n'arrive pas effectivement à une situation comme ces actes épouvantables qui ont été commis à Toulouse et à Montauban. Merci beaucoup Audrey. Je voudrais à mon tour raconter une anecdote. J'ai été très longtemps journaliste. Il y a quelques mois, il y a eu une tuerie à Bruxelles. Un homme a commencé à tirer sur la foule à l'aveugle. Et puis l'enquête révélera plus tard que le bonhomme était un peu déséquilibré. Et la presse belge a évoqué un homme belge. Dans sa relation des faits, la presse française a évoqué un Belge d'origine marocaine. Je crois que la manière dont nous projetons notre regard sur des Français venus d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, parce que parfois quand on parle de la banlieue, on a l'impression que c'est venu d'ailleurs, donc je voulais faire ce petit parallèle, est évidemment très faussé. Et donc, comme notre regard est faussé dès le départ, on a beaucoup de mal à intégrer le fait que ce sont des Français, peut-être parce que ça nous pose également ce problème-là. Et puis, sur ce que vient de dire Audrey, je crois qu'il y a quelque chose d'important qui est, à travers l'anecdote et la mésaventure qui lui est arrivée, c'est cette idée de conscience nationale. Est-ce qu'on doit tous attendre d'être arabes, musulmans, juifs, concernés par le racisme pour se mobiliser? Je crois que la question de la valeur, la question de l'éthique, tout à l'heure il y a moins cité Hobbes, je crois que l'éthique est quelque chose qui doit nous guider et pas simplement quelque chose qui nous concerne de temps à autre parce qu'on est assigné encore une fois à tel ou tel groupe social. Je crois que c'est peut-être aussi des questions et des pistes sur lesquelles il faut que l'on réfléchisse. Je voudrais à présent céder la parole à Ofer Bronstein, qui est président du Forum international pour la paix, qui a pris l'initiative de cette soirée avec les étudiants dont j'ai cité les noms tout à l'heure, qui connaît bien Israël, puisqu'il y a vécu pendant très longtemps, qu'il est un français de longue date, je te taquine un peu, et qui est aussi très concerné et très inquiet évidemment des développements des situations qu'il vit en France, qui parfois résonnent aussi à son esprit et à ses oreilles de manière tragiquement proche de ce qu'il a pu vivre quand il était à Tel Aviv. Ofer, merci d'être discipliné dans ton propos. Merci Kader. Je voulais encore une fois remercier Anna, Déborah et Bilal pour leur énergie et le travail extraordinaire qu'ils ont fait comme notre groupe d'étudiants et un souci qui est là, et comme d'étudiants l'année dernière qui nous a
suis né français, je suis né israélien, et j'ai reçu il y a quelques mois aussi un passeport palestinien. Et je suis très fier d'être français parce que ça m'a permis de devenir européen. Membre d'une communauté de 500 millions de personnes, de 27 pays. Ça m'a permis ces 6 dernières années d'aller travailler en Espagne pour le gouvernement espagnol autant que français, ce qu'est l'Europe. Israélien, j'adore, je suis très attaché à Israël, j'y suis né. Et palestinien, c'est un honneur qui m'a été rendu et que j'assume pleinement. Et ces trois identités que j'ai en moi, j'en suis très fier. Mais je les assume totalement et je ne vois aucune contradiction. Moi, comme vous, la semaine dernière, nous avons été choqués, paralysés, touchés par un acte terroriste inadmissible, antisémite et raciste. Antisémite parce que l'assassin, le terroriste, voulait tuer des juifs. Raciste parce que l'assassin, le terroriste, voulait aussi tuer des soldats français de confession musulmane. Parce qu'ils étaient soldats, parce qu'ils étaient français, et parce que, à son sens, à lui, comme il voit les choses, c'était des traîtres à l'islam. Dans une période de crise, et je pense qu'on a tous été touchés, bouleversés par cet attentat, il y a peut-être aussi des opportunités. J'étais à la marche la semaine dernière qui a réuni des hommes et des femmes de gauche, des hommes et des femmes de droite, français, noirs, blancs, bretons, je suppose, de confession chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, j'en suis sûr, et d'autres. Une marche très libre, très belle, de la République jusqu'à la Bastille, le lendemain de l'attentat. J'ai assisté à une marche ce dimanche, encore une fois, elle réunissait la France dans sa diversité, très libre, très belle. Donc peut-être que dans cette période de crise, on a une chance, nous Français, nous Européens, de toutes confessions, de toutes origines, de toutes les couleurs, de créer une dynamique de rapprochement, de dialogue serein. Tout à l'heure, Yann et André ont mentionné, j'ai oublié de le dire au départ, l'acte terroriste commis la semaine dernière, selon celui qui l'a commis, a été commis pour venger des enfants palestiniens. Et je suis ravi, c'est le Palestinien qui est en moi qui parle, de la réaction immédiate de l'autorité palestinienne. Ils en ont marre qu'au nom de la cause palestinienne, des actes de terrorisme, de gangstérisme, de barbarie soient commis. La position de l'autorité palestinienne était claire et nette. Et je suppose que le président, je sais que le président de l'autorité palestinienne a pas seulement publiquement exprimé l'horreur de cet acte, mais je crois qu'officiellement il a exprimé les regrets au président de la République française. C'est peut-être une opportunité pour nous. Je regrette, je déplore ceux qui voient le conflit israélo-palestinien comme étant un conflit manichéen. Si on est pro-israélien, on est obligatoirement anti-palestinien. Et si on est pro-palestinien, on doit être anti-israélien. Je regrette, je déplore que la plupart des juifs de France, organisés ou pas, qui ont des attaches totalement légitimes à Israël, interprètent très souvent des critiques au gouvernement israélien comme étant des critiques anti-israéliennes, antisionistes, et parfois le raccourci est trop facile et antisémite. Je déplore, je regrette, et je comprends que beaucoup de Français de confession musulmane, d'origine arabe, soient sympathisants de la souffrance et de la cause palestinienne, mais très souvent, la critique du gouvernement israélien, il y a des raccourcis qui sont faits. C'est une critique de tous les Israéliens, c'est une critique de tous les Juifs, comme Audrey l'a dit tout à l'heure. C'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux qui sont la source de tous les maux sur la terre, et très souvent aussi, ça déborde vers l'antisémitisme. Dans un moment de crise comme on vit, je crois que c'est une opportunité
Palestiniens sont enfermés à Gaza, ce qui n'est pas normal, que 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie vivent encore sous l'occupation, ce qui n'est pas normal, mais peut-être que les efforts qu'on doit faire aujourd'hui, juifs et arabes français, c'est ensemble œuvrer pour que Israéliens et Palestiniens, et ils sont nombreux, puissent continuer dans un processus difficile, douloureux, de rapprochement qui existe depuis 20 ans. Et moi, encore une fois, je suis un optimiste pathologique. Je suis persuadé que ce moment de crise va permettre à tous les Français de faire un effort pour se rapprocher, de faire un effort pour arrêter de diaboliser l'autre. Une jeune institutrice me disait hier que la semaine dernière, elle a entendu dans le lycée dans lequel elle était quelques jeunes juifs dire « Ah, c'est encore un arabe qui a commis ces crimes contre les juifs, il va falloir qu'on s'y efface ». Et qu'elle a entendu aussi de la bouche de quelques jeunes étudiants d'origine française, d'origine musulmane, dire « Ah, quand c'est des juifs qui meurent, toute la France est mobilisée, toute la France est consternée ». C'est une minorité de jeunes, mais ça existe. C'est une opportunité pour nous de rapprocher entre les communautés, de ne pas importer le conflit israélo-palestinien en territoire français et d'aider les uns comme les autres de se rapprocher et les Israéliens et les Palestiniens d'aller de l'avant dans le processus tellement fragile de réconciliation dans lequel ils sont. Merci. Merci Ofer pour ces propos mobilisateurs et positifs. Optimiste pathologique, j'aime beaucoup cette formule, c'est un des contacts, ça fait très longtemps qu'on se connaît et on chercherait réellement à le prendre en défaut sur des positions sur lesquelles il n'a jamais varié. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, encore une fois, on a la responsabilité, je crois, d'éviter justement les amalgames ou le parallèle qui pourrait être fait entre des situations que nous vivons ici, dans un contexte social, dans un cadre politique qui est radicalement différent de celui des situations diverses d'ailleurs et multiples du Proche-Orient. Un Proche-Orient que connaît bien le professeur Sami Cohen, notamment Israël, qui est professeur à Sciences Po, qui a écrit de nombreux ouvrages sur cette société, sur l'armée israélienne, sur les mouvements pour la paix, et qui je pense, va nous dire des choses assez pertinentes sur tout cela. Vous avez la parole, professeur, merci. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais aborder très rapidement 2 points principaux. Le premier concerne une des notions qui a été maintes fois évoquée ici, qui est au fond le côté fantasmatique de la vision du conflit israélo-palestinien vu d'ici, vu de France, vu d'Europe. Le fait que les préjugés étaient très forts, et ça me ramène à un problème fondamental qui me touche moi en tant que chercheur et qui nous touche tous en tant que citoyens qui vivent ici en France. Le point fondamental, c'est l'insuffisance d'information de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Cette information est notoirement insuffisante. Elle est insuffisante pour plusieurs raisons. Je veux dire, les médias publient très peu d'informations sur ce qui se passe là-bas. Nous sommes sous-informés. Les éditeurs, pour la plupart du temps, prennent très peu d'ouvrages sur les réalités du terrain, sur place. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'un éditeur m'a dit parce que ça ne se vend pas bien, donc si ça ne se vend pas bien, eh bien on ne publie pas, et donc on n'informe pas. Et là, si vous voulez, moi je dirais qu'il y a il y a des angles morts qui existent ici et qui touchent et qui concernent et qui renvoient à des activistes et des activités qui sont des activités d'individus du côté palestinien et du côté israélien pour se rapprocher les uns des autres et qui ne sont absolument pas connus en France. Vous avez le cas d'une association qui s'appelle Other Voice. Qui en a entendu parler? C'est une toute petite... bien, c'est bien, bravo. Une toute petite association qui se trouve près de la bande de Gaza et qui a décidé qui a écrit une lettre à Benjamin Netanyahu, une lettre publique dans les médias,
il y a un an, Benjamin Netanyahu, qui sont presque constamment harcelés par la menace des roquettes et des missiles et des mortiers. Ils ont écrit une lettre, nous ne voulons plus de plan durci, nous ne voulons plus d'un deuxième plan durci. La solution, ce n'est plus ça. La solution, c'est le dialogue avec les habitants de la bande de Gaza, c'est le rapprochement. Et ils ont pris l'initiative de nouer des relations directes avec les habitants de l'autre côté de la frontière. Ils ont réussi à convaincre l'armée, le Shin Bet, de faire venir de ce côté de la frontière, du côté israélien, des membres, des habitants de Gaza, pour leur montrer un peu, voilà qui nous sommes, et nous voulons savoir qui vous êtes. Rapprochons-nous, parlons de nos problèmes, et essayons de surmonter tous les préjugés qui sont très très forts les uns par rapport aux autres. Moi je pense que c'est une des initiatives les plus porteuses. Elle n'aura pas une influence déterminante sur la solution du conflit, c'est évident, le conflit sera résolu ou pas par le haut, par les grands dirigeants. Mais si ceux qui ont l'occasion, ceux qui souhaitent aller passer des vacances à Tel Aviv, de préférence ou à Nathania en juillet ou août, si j'ai un conseil à leur donner, prenez quelques jours et allez rendre visite aux militants de la paix, qui soient des militants de la bande de Gaza ou des militants israéliens, allez parler et allez voir le travail qu'ils font, et qui est un travail qui vont vous éclairer et ne serait-ce que qui vont inspirer ici une démarche qui est tout à fait différente que celle que nous voyons tous les jours dans ces espèces de à la fois tension, rapprochement, retention, toutes ces images et tous ces conflits latents ou ouverts qu'on retrouve en France. Récemment, il y a quelques jours, deux Israéliens, deux citoyens vraiment de Kidam, ont mis en site, ont mis en ligne un appel aux citoyens iraniens pour leur dire « Nous ne voulons pas vous bombarder, nous vous aimons ». Les Iraniens tombaient des nues. Et ils ont répondu massivement en disant « Mais nous aussi, nous vous aimons ». Vendredi passé, samedi soir passé, il y a eu une manifestation à Tel Aviv avec des centaines de militants pour reprendre cette même dynamique et pour dire « Nous ne voulons pas bombarder les Iraniens, nous n'avons rien contre les Iraniens. Nous sommes très proches des Iraniens et nous voulons nous rapprocher d'eux. » Donc, il y a pour moi les héros de l'avenir, ce sont ces gens-là. Je ne sais pas dans quelle mesure ils aboutiront à faire imposer un agenda qui est différent de l'agenda actuel, qui est un agenda extrêmement belligène. On entend tout le temps des propos extrêmement belligènes sur la menace iranienne, sur la menace du Hezbollah, etc., etc. Et très peu d'initiatives, très peu de réflexion. Comment on fait pour s'en sortir d'un conflit qui peut durer encore des décennies, pourquoi pas. Le deuxième point concerne le terrorisme, et un des orateurs ici, a parlé du côté déloyal des terroristes. Certainement, je me rallie tout à fait à cette définition. Mais il a aussi un côté déstabilisateur de la démocratie. C'est sa fonction principale. Lorsque le terroriste frappe, il appelle une contre-frappe. Et il appelle une contre-frappe violente. C'est partout pareil. C'est peut-être frapper fort, frapper comme nous. En fait, si vous frappez de manière disproportionnée, eh bien, on vous déstabilise. C'est-à-dire que vous nous ressemblez. Et au fond, quelle différence y a-t-il entre vous et nous? Eh bien, aucune. Vous dites que nous sommes des monstres, mais vous l'êtes également. Je crois que une des fonctions des démocraties, et la fonction des démocrates, est de savoir raison garder, savoir serrer les rangs, savoir maintenir la solidarité à l'intérieur, savoir ne pas riposter par les mêmes moyens. Ce que les États-Unis ont fait après les attaques du 11 septembre, c'était la bêtise la plus grande. C'était exactement ce que le Qatar voulait. C'était une riposte disproportionnée. Ils sont à leur image.
on voit le résultat. Ils sont rentrés d'Irak, on voit le résultat avec le nombre de morts côté irakien, le nombre de morts du côté des soldats américains, une Amérique affaiblie. On peut dire que d'une certaine manière, indirectement, cette attaque a réussi à affaiblir les États-Unis, alors que les États-Unis pouvaient, de manière plus intelligente, en sortir renforcés. Voilà, donc je pense que par rapport à ce genre de défi que nous lance la démocratie, il n'y a pas d'autre moyen que les moyens de défense, de solidarité, de mobilisation forte, comme celles qui ont eu lieu il y a quelques jours, de toutes les communautés, descendre dans la rue comme les Espagnols l'ont fait pour se mobiliser et protester contre le terrorisme de l'ETA. Et ça a porté des fruits. Et je pense que la démocratie, c'est bien ça son chemin, et pas riposter n'importe comment, et riposter de la même manière et dans les mêmes proportions que les ripostes, que les attaques terroristes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Samy, pour ces propos là encore très mobilisateurs. C'est vrai que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse pas la presse, donc on préfère parler de cette région du monde, comme le soulignait Samy Cohen, quand il y a des drames ou des tragédies, de guerre de préférence, et que dans le mou, dans le creux de l'actualité, on est finalement assez peu informé sur la réalité de ce conflit qui dure depuis longtemps, depuis trop longtemps peut-être. C'est vrai que la question à la démocratie, celle du terrorisme, est une question très compliquée à résoudre. Comment y faire face? Comment y riposter? Quels outils est-ce qu'on peut développer pour évidemment éviter, comme le soulignait à l'instant Samy Cohen, de tomber dans le piège? Ça peut paraître naïf de dire on frappe comme ils nous ont frappé, mais il me semble effectivement qu'il y a sans doute d'autres pistes de réflexion. C'est un défi fondamental pour la démocratie, mais c'est aussi un défi qui est posé à la cohésion nationale, à la manière dont on va, parce qu'on n'a pas le choix, on va falloir continuer à vivre ensemble malgré tout. Donc comment on va continuer à maintenir cette cohésion tout en maintenant un front uni contre le terrorisme, alors qui s'appelle MERA ou qui s'appelle ETA ou quelles que soient les formes qu'il a pris à travers l'histoire contemporaine. C'est toujours des sujets extrêmement, extrêmement difficiles. La cohésion nationale, c'est un sujet et c'est des questions que Yazid Sabek, qui est commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, connaît bien. C'est aussi pour cela qu'il a été nommé à cette fonction par le président de la République. Vous connaissez sans doute, j'imagine que vous avez eu l'occasion de lire ce qu'il pensait. Donc, dans cette situation très particulière de ce qui vient de se passer à Toulouse et à Montauban, nous a paru utile quand on a commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait organiser et articuler cette soirée, de faire appel à Yazid Sabek pour qu'il nous peut-être donne quelques éléments de réflexion et d'explication sur ce qui se passe dans nos régions et dans nos quartiers. Yazid, tu as la parole. Aussi, social, ces gamins qui se sont fait faucher sur l'autoroute et où j'ai découvert le parcours familial tout à fait tragique dans le monde d'avant-hier soir. Il y a cet enfant qui a été assassiné par son père qui avait 2 ans. Je trouve que c'est le signe de dérèglement profond et de l'échec d'un certain nombre d'instruments de prévention pour ces sujets-là. C'est notamment la protection de l'enfance qui a été défaillante. Mais on ne s'exonérera pas, à mon sens, d'examiner dans le détail le parcours, la trajectoire de l'assassin, des 7 personnes qui ont trouvé la mort la semaine dernière. On ne pourra pas s'exonérer d'examiner sa trajectoire sociale, ses motivations. Dire tout ça résulte d'une islamisation rampante de la société française me paraît être une analyse un peu courte, ou d'Al-Qaïda, ou que sais-je encore. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus grave, hélas, et de beaucoup plus profond. Il faudra vraiment regarder ce sujet
dans le détail. Vous parlez des questions de cohésion sociale. Il y a un profond sentiment de révolte dans les quartiers. C'est pas pour ça qu'il y a ce soit un terreau de terroristes en puissance. Mais on doit se poser la question de l'égalité de traitement, des discriminations, des normes qui devraient s'imposer à la société française dans le domaine social. Quelles normes elles devraient s'imposer, comment elles devraient veiller à ce qu'elles soient appliquées, la question de la fierté d'appartenance nationale. Il y a plein de sujets de ce type qui sont posés et qu'il faudra, un moment ou un autre, il faudra absolument discuter. Voilà sur ce premier point. Le second, je suis personnellement très frappé par, effectivement, dans les quartiers, l'acuité que revêt le conflit israélo-palestinien et surtout la condition qui est faite aux enfants. C'est vécu comme une injustice profonde, même si c'est loin d'ici. Et cette acuité, effectivement, que nous disait Charles Anderlin, elle nous est véhiculée au quotidien de façon permanente et biaisée. Souvent, on sait qu'il y a très peu d'informations sur les chaînes arabes qu'écoutent de plus en plus les jeunes populations du quartier, même s'ils ne parlent pas arabe, contrairement à ce qu'on pense. Mais il va y avoir bientôt les Jazeera françaises, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas ce qui se passe au monde démocratique israélien. On n'en parlera pas. Tout le mouvement qui est opposé à la stratégie de tension actuelle du mouvement israélien, c'est quelque chose dont on ne parle pas sur ces chaînes. Et on leur véhicule un certain nombre d'images qui donnent une certaine acuité, effectivement, à ce qui se passe, notamment à Gaza. Ça contribue à cette vision fantasmée dont vous parlez à l'instant du conflit israélo-palestinien vu dans nos quartiers. La population française, j'allais dire qu'ils se sont moins concernés par ce sujet, s'éloigne de plus en plus du sujet parce qu'il est de moins en moins bien traité par les chaînes françaises, c'est aussi vrai. Et puis du côté de la communauté israélite, je connais un peu également, moi je suis très frappé par la vision fantasmée qu'ils ont des quartiers. Les quartiers seraient devenus vraiment un foyer extrêmement puissant d'antisémitisme. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça, infiniment plus complexe que ça, et je pense qu'il y a un travail de fond à faire, d'autant que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où je pense qu'on a troqué à l'antisémitisme, en tout cas l'extrême droite française a troqué à l'antisémitisme l'islamophobie. L'antisémitisme, on ne peut plus faire. Par contre, l'islamophobie, ma foi, c'est quelque chose d'efficace et on peut y aller. Il n'y a pas de sujet sur ce plan. Je voudrais également dire une chose qui m'a choqué beaucoup, c'est ce que tu disais sur le traitement que l'on a fait de l'identité et des origines règles supposées du personnage qui a commis ces actes. Il est né en France, il n'a pratiquement pas d'attache avec l'Algérie. Comme moi, quand on me dit, mais Yazid Sadek, il est français d'origine algérienne, je suis né en France, français. Mes parents, c'est vrai, je ne sais pas jusqu'à quand je serai un français d'origine étrangère, mais c'est quelque chose qui est très profondément enraciné dans notre pays. Il faut trouver à quelqu'un qui a un prénom musulman une origine autre qu'une origine française. Bon, ce ne serait pas grave si on ne se servait pas de cela pour stigmatiser l'ensemble de la communauté musulmane de ce pays ou la faire considérer, faire entrer dans l'opinion française le plus possible l'idée, l'image qu'elle serait une population tout à fait exogène. Je voudrais également citer notre exemple du traitement de cette question par les médias. Si ça avait été un néo-nazi qui avait fait le coup, passez-moi la formule, je pense qu'on aurait dit, voilà, c'est un individu isolé, décérébré, fanatique et adhérent d'une idéologie marginale. Il suffit que ce soit quelqu'un qui n'est pas plus cérébré que des cérébrés néo-nazis qui auraient commis ce coup-là, il suffit que ce soit un jeune qui se revendique musulman pour que l'autre premier soupçon soit jeté sur toute une communauté qui est un responsable de parti politique important, Marine Le Pen en l'occurrence, qui accuse les musulmans de ce pays, ceux qui sont là ou ceux qui pourraient arriver demain, d'être une cinquième colonne qu'il faudrait surveiller particulièrement. Je trouve ça
monstrueux. Je n'ai pas entendu beaucoup de dirigeants politiques de ce pays, de chroniqueurs, de journalistes, protester, dans l'un ou deux journaux, protester contre cette vision des choses. Dernier point, au moment de l'affaire de Gaza, nous avons essayé, le gouvernement a essayé d'obtenir une déclaration commune des organisations. Vous savez qu'il y avait pas mal de tensions au moment de l'affaire palestinienne. Il y avait l'affaire israélo-palestinienne, c'était en 2008, si je me mémoire, hein. C'était en quelle année 2008, Gaza 2009. Je me souviens, on avait essayé d'obtenir qu'elle fasse une déclaration commune pour apaiser en tout cas les esprits. Il y avait des manifestations, on redoutait même des affrontements communautaires, je me souviens. Ce qui m'avait frappé, c'est que la phraséologie qui était utilisée par les deux camps était celle d'un des protagonistes du conflit d'époque, et nous ne sommes pas arrivés à obtenir une déclaration commune, encore moins une initiative commune en faveur de la détente entre communautés. Et je pense que c'est une chose essentielle sur laquelle il faut absolument travailler. J'ai regretté également qu'il n'y ait pas cette marche silencieuse qui avait été annoncée par le CRIF et par les organisations musulmanes. C'est quelque chose, c'est dommage qu'on ne l'ait pas faite, qu'on y ait renoncé. Je pense que ça aurait été un moment également de clarification important. Merci beaucoup Yazid. J'ai 3 demandes de parole, oui. Ici à la tribune, très courte, hein, je m'ai promis de discipliner, pour qu'on puisse ensuite avoir un dialogue avec la salle. Yann Moix, puis Charles Derlin, puis Audrey. Yann, Ça avait une question. Des petits points désobligeants, je préviens, désobligeants, mais pour toi, je ne pense pas que ce soit, monsieur, une bonne idée de remplacer immédiatement l'antisémitisme dans l'esprit des gens par l'islamophobie. L'islamophobie existe et l'antisémitisme existe toujours sous une autre forme, il a muté. Je pense qu'effectivement, l'antisémitisme racial, l'antisémitisme sans doute géopolitique via l'existence de l'État d'Israël, mais l'antisémitisme est toujours là, il n'a pas été remplacé par autre chose. Le terme israélite n'est plus employé depuis la fin du XIXe siècle. Tout ça, c'est des petits détails, mais et quant à... J'ai 2 petites choses à dire. Ici, j'essaye ce soir véritablement... Moi, j'étais à la marche dimanche, j'étais à la marche lundi. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est de voir effectivement que SOS Racisme et l'UEJF étaient main dans la main. Et je pense, moi, que les religions font beaucoup moins de mal que leur absence, car s'il n'y avait pas de musulmans dans le monde, s'il n'y avait pas de juifs, s'il n'y avait pas de chrétiens, le monde serait véritablement un bain de sang. Donc c'est dit, ces 3 religions nous sauvent plus la vie qu'elles ne menacent le monde. Mais il y a quand même une chose qui nous dérange. On parle de République, il y a 2 choses qui nous dérangent. On parle de République depuis tout à l'heure, et je pose une question gênante pour les musulmans et pour les juifs. Et cette question, elle est violente. On nous dit, et Audrey a raison, que ce sont des Français, je suis d'accord à 100% avec ça. Les victimes sont françaises et l'assassin est français. Seulement là, le cercueil de l'assassin va rentrer en Algérie et le cercueil des victimes va rentrer en Israël. Non mais ce sont des possibilités qui sont tout à fait sérieuses. Bien sûr que ce n'est pas encore avéré pour Mohamed Merah. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit s'interroger. Je pose la question de manière brûlante et un peu provocatrice car c'est bien d'être français, mais à ce moment-là, je veux dire, on ne peut pas redevenir algérien quand ça nous arrange, et je dirais même, on ne peut pas redevenir israélien quand ça nous arrange non plus. Il faut savoir si les victimes sont des victimes juives françaises ou des victimes françaises juives. Est-ce que Mohamed Merah est un Algérien français ou un Français algérien? Je pense que la réponse d'Audrey est très claire. S'il n'y a que des Français, alors il faut aussi se poser la question de savoir à quel moment on l'est. Et je termine juste par une petite chose. Je ne voudrais pas que pour des raisons socialisantes, pour des raisons qui voudraient qu'on aille voir pour quelle raison un néo-nazi est victime de sa folie, on transforme un bourreau en victime. Ça c'est l'inversion qui est dans la Megillah d'Espagne, je ne parle pas de vous, et vous ne l'avez pas dit non plus exactement comme ça, je l'entends bien. Seulement, en cherchant des causes atténuantes, on finit toujours par déresponsabiliser un bourreau qui, dans une société comme la France, a toute la mesure de devenir un adulte, et quelqu'un de 23 ans est un adulte, et toute la société lui donne la possibilité de le faire aussi. Et pour terminer, je dirais quand même qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé ici ce soir, et qu'il n'y a pas de provocation là, je voudrais juste savoir, c'est vrai que c'est une gangrène, l'islamisme a commencé une gangrène pour les musulmans. S'il n'y a pas en germe dans les textes sacrés de l'islam des propos qui pourraient paraître à certaines personnes absolument antisémites. Il y a effectivement dans le Talmud, Jésus est considéré, on dit que Jésus, la mère de Jésus est une prostituée. Il
Il y a dans la Bible, chez Ézéchiel, chez Saint Paul, chez Isaïe, chez Jérémie, des choses extraordinairement atroces contre les Juifs. Je me pose seulement la question de savoir si l'islamisme n'a pas comme point de départ l'islam, et je pose la question, est-ce que ça, ce n'est pas un grave problème pour les musulmans eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils supportent ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci. Merci. Je ne vais pas prendre le risque de répondre. Je ne suis pas du tout un exégète de l'islam, simplement, mais c'est bien d'avoir lu la Talmud et la Bible, il faut lire le Coran maintenant. On n'a plus besoin de le lire ou de le relire d'ailleurs, sans doute. Et on a aussi besoin de le relire pour ce qui nous concerne, même si on ne se sent pas assigné, on peut être de culture sans nécessairement se sentir assigné à une religion quelle qu'elle soit. On peut aussi avoir une libre pensée. Enfin, sur la question de l'islamisme tel qu'il existe dans notre pays, je crois qu'il faut là aussi éviter les parallèles avec des situations exogènes. On ne peut pas importer ni plaquer des situations, des explications ou des comportements d'ailleurs sur des situations très particulières dans l'Hexagone. Je crois que c'est un point important. Je ne vais pas vous donner la parole parce qu'il y a encore Charles Anderlin qui a parlé très brièvement, puis Audrey, puis Yazid, et ensuite vraiment donne la parole à la salle. Merci d'être discipliné. Je suis israélien depuis, franco-israélien depuis 4 décennies, et franchement, je me sens bien dans ces deux pôles-là, qui en fait sont une. Je ne sais pas où je serai enterré, et puis finalement, c'est pas important. Ça fait 40 ans que je traîne mes guêtres en Israël, dans les territoires palestiniens, Gaza, l'Égypte, la Jordanie et ailleurs. Je sais une chose, un extrémiste religieux trouvera toujours dans ses textes sacrés la confirmation, le prétexte de ses actions, qu'ils soient juifs, musulmans ou autres. On ne censurera pas les textes religieux. Cela dit, je voulais intervenir parce que j'ai un problème avec le mot terroriste. D'abord, je dois l'utiliser. Je suis journaliste, il s'est passé quelque chose, comment je le qualifie? Il y a 2 ans et demi, la Commission européenne m'avait invité avec des dizaines d'autres journalistes européens. Il y avait des Turcs, il y avait un Égyptien, il y avait un Palestinien, il y avait d'autres Israéliens. Moi, je ne sais pas si j'étais là comme Français ou comme Israélien. Le problème, c'était comment est-ce qu'on peut définir et doit utiliser le mot terroriste. On a siégé 5 jours, c'était à Cordoba, on a déposé des conclusions, tout ça a été très contradictoire et finalement la Commission européenne n'en a rien fait parce que tout simplement on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors, qu'est-ce que moi, Charles Anderlin, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je qualifie de terroriste une organisation? Est-ce que je qualifie de terroriste uniquement un acte? Alors bon, j'ai pris le dictionnaire. Le Hezbollah attaque des soldats israéliens à la frontière. C'est du terrorisme? Non. Le Hezbollah a envoyé un type se faire sauter à Jérusalem dans un bus, c'est du terrorisme? Oui. Cela veut dire un acte individuel pour terroriser une population civile. Le Shin Bet et les renseignements militaires, c'est dommage, si j'avais su qu'on avait parlé de cela, j'aurais amené. On fait une grande recherche parmi les bombes humaines qui, dans les années 2001, 2, 3, 4, se faisaient sauter en Israël et dans certaines colonies. Plusieurs dizaines ont été capturés, certains blessés, certains capturés avant même d'avoir eu le temps d'appuyer sur le bouton et d'autres avant même d'avoir été chercher la ceinture. Et la majorité, selon cette enquête qui est interne, n'a jamais été publiée, je l'ai, la majorité de ces types et de ces filles n'avaient pas du tout de motif religieux. C'était individuel, c'était parfois psychologique, c'était une volonté de vengeance, c'était un problème familial. La religion, dans ce qu'on a appelé les kamikazes, je n'ai jamais utilisé ce terme. J'ai toujours utilisé le terme de bombe humaine. Pour ces terroristes, la religion n'était pas le motif principal. En tout cas, pour les Palestiniens. Mera, franchement, je ne sais pas. Ça ne correspond pas du tout. J'ai interviewé ce qu'on peut appeler les terroristes islamistes. J'en ai interviewé blessés à l'hôpital. J'en ai rencontré dans les territoires en liberté. Et puis, vous savez, il y en a beaucoup qui ont
Israël pour terrorisme, qui ont purgé leur peine de prison derrière les barreaux en Israël, et puis qui aujourd'hui sont des responsables de l'autorité palestinienne ou des responsables de sécurité. Leur meilleur copain, souvent, c'est le type de Shin Bet qui les avait arrêtés à l'époque. D'ailleurs, il y a quelques années, d'ailleurs, Laïla Chalil, la représentante de l'OLP à Paris, se promenait dans les banlieues avec des anciens terroristes palestiniens qui expliquaient aux jeunes des banlieues: les gars, ne mêlez pas le conflit palestinien à vos histoires. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Faudrait. Justement, je complète, enfin, je ne sais pas si je vais compléter, mais je vais tout à fait dans le même sens que ce que vient de dire Charles. Et, il s'agissait évidemment, ni dans mon propos, ni je pense dans celui de Yazid, il ne s'agissait absolument pas de déresponsabiliser Mohamed Merah. Il ne s'agit absolument pas de lui trouver des circonstances atténuantes. J'ai envie de vous dire, Mohamed Merah n'intéresse pas. Il est mort. Je regrette qu'il n'ait pas été jugé pour les assassinats qu'il a commis. Mais aujourd'hui, là où il est, heureusement pour nous, il ne peut plus faire de mal à grand nombre. Mais ce dont je parlais, ce sont de jeunes que je rencontre dans les quartiers dits sensibles qui, je le répète, se sentent abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'ils se considèrent comme des victimes, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous demain devenir des terroristes, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous demain devenir des fous furieux comme Mohamed Merah, mais ça veut dire qu'ils me disent, et que j'ai entendu dans la manifestation qui a été organisée à Toulouse, une des manifestations qui a été organisée à Toulouse en fin de semaine dernière dans la cité d'où était originaire Mohamed Merah, manifestation de solidarité à la mémoire des victimes de Mohamed Merah, j'ai entendu des gens dire, des reporters: nous sommes abandonnés, personne ne vient nous parler. Aujourd'hui, on est en pleine dans une campagne électorale pour une élection présidentielle. Ces gens ont la sensation que personne ne vient leur parler, personne ne s'intéresse à eux parce qu'ils ne votent pas, parce qu'il est bien connu que dans les quartiers les plus populaires, on vote très peu, on s'inscrit très peu, ce sont des quartiers où il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas s'inscrire sur les listes électorales, etc. Donc ils ont la sensation de ne pas intéresser ceux qui pourraient s'occuper de leurs problèmes, régler leurs problèmes, porter leurs paroles. Qui leur parle? Qui sont les seules personnes qui leur parlent? Et là, encore une fois, moi je n'habite pas dans ces quartiers-là, je ne peux que répéter ce que j'entends, et je répète ce qu'a dit mot pour mot une des mamans qui était dans cette manifestation samedi dernier. Qui leur parle? Les intégristes. Qui sont les seules personnes qui viennent leur parler? Les intégristes. Donc ça fait 10 ans que je dis ça, dans les petites participations que j'ai dans ce genre de réunions. Quand on me parlait il y a 10 ans du phénomène Dieudonné, de l'antisémitisme revendiqué, affiché, etc. de Dieudonné, je disais attention, Dieudonné, et à l'époque il avait son pendant Tariq Ramadan dont on entend moins parler aujourd'hui. Dieudonné et Tariq Ramadan sont les seules personnes qui vont parler aux jeunes dans les banlieues. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeunes les écoutent, voilà, mais ils ont la sensation que ce sont les seules personnes qui viennent en parler aujourd'hui. Et dernièrement, j'ai discuté avec une femme, une Camerounaise, mais qui vit en France, elle n'est pas française, mais elle vit en France depuis une trentaine d'années, à Aubervilliers, qui est conseillère municipale socialiste, que j'ai découvert à la fin de la conversation, et elle me disait: mais personne ne vient, les candidats, François Hollande ne vient pas, ses représentants ne viennent pas, etc. Et il y a dans ces villes, pas seulement des jeunes qui disent ça, mais il y a aussi des élus, aller à Clichy-sous-Bois, dans toutes ces villes-là, ou même, moi je suis allée aussi dans la banlieue de Saint-Étienne, ou de Lyon par exemple, les élus, et qui sont de tous bords politiques, nous disent eux aussi: de moins en moins de services publics, d'étoilisation totale, d'éviction de l'école, problème de chômage, etc., Donc il ne s'agit pas évidemment de trouver des circonstances atténuantes à qui que ce soit. Un criminel est un criminel, un assassin est un assassin. Mais il s'agit de dire attention, c'est très facile pour des gens mal intentionnés de se rendre sur ces territoires perdus ou abandonnés, je ne sais pas comment les nommer précisément, pour diffuser une parole de haine,
d'exclusion, de repli sur soi. Enfin, moi, je trouve incroyable qu'aujourd'hui, des gamins qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, parce qu'on n'en est plus à la première génération, ça fait 60 ans maintenant. Donc ce sont, peut-être leurs grands-parents sont peut-être algériens, ou tunisiens ou marocains, mais pour la plupart aujourd'hui, ils sont, je le répète, français depuis 2 générations et non immigrés de la deuxième génération. Ils sont français depuis 2 générations. Comment se fait-il que parmi ces gamins, il y en ait qui se lèvent dans leur classe la semaine dernière pour dire moi je ne vais pas observer la minute de silence parce que je ne vais pas me lever pour les juifs, parce qu'ils ne se lèvent pas pour les Palestiniens. C'est quand même... ça nous interroge, et ça nous interroge sur nous-mêmes, sur la façon dont on vit ensemble dans ce pays. Et voilà, moi, encore une fois, c'est cette question de l'abandon de ces quartiers-là par le personnel politique en général, toutes tendances confondues. Je trouve que c'est très inquiétant et que c'est la porte ouverte à tout ce type de dérive et de manipulation. Merci Audrey Yazid, rapidement. Oui, juste brièvement revenir sur mes propos. Merci de m'avoir donné acte, s'il te plaît. Peut-être qu'on n'ait pas voulu ôter quoi que ce soit la responsabilité ou excuser l'acte de tout ce qui était criminel. Hein. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas s'exonérer d'examiner ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Il faut aller au fond des choses. On ne peut pas dire simplement c'est un monstre, tourne la page, comme si c'était rien passé. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ces événements se produisent au moment où il y a un grand débat public sur les politiques publiques du gouvernement en matière sociale, par exemple, en matière policière. Il y a un grand débat aujourd'hui. Je pense que c'est le moment de dire un certain nombre de choses et d'expliquer qu'il faut prendre conscience de la réalité sociale dans les quartiers. C'est une réalité, parler de révolte tout à l'heure, et du fait qu'il y a une France à 2 vitesses qui est en train de s'installer, celle des ghettos et celle du reste du pays. C'est une réalité sociale incontournable, on peut dire ce qu'on veut, c'est une vraie gangrène, une vraie question nationale aussi. Alors, le résultat de cette séance à 2 vitesses, c'est qu'effectivement, il y a plus de conscience civique collective. Alors, vous me disiez tout à l'heure, une chose qui m'a un peu choqué, je ne vous le cache pas, c'était le choix d'être enterré en Israël ou en Algérie. Attendez, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je pense qu'il faut très attention sur d'abord sur les thèmes républicains et sur comment dirais-je, la méthode dont on peut évacuer le débat en disant il y a les républicains et les non-républicains. Moi, je suis également un grand républicain, mais je vais vous dire 2 choses. Ça renvoie très certainement à la façon dont ces jeunes, je reparle, j'y vais aussi dans le quartier, j'y vais régulièrement, c'est dans mes responsabilités, je suis très frappé quand les gens me disent mais ils ne se sentent pas français. Bien, ben moi je vais vous dire une chose, moi je suis français, mais je ne me sens pas tout à fait français. Je vais vous dire pourquoi. Non pas parce que j'ai des pseudo-racines en Algérie. Je pense qu'on ne peut pas être fier d'un pays qui ne vous aime pas. Et je pense qu'on ne peut pas être fier de son pays si on n'aime pas son père. Vous ne pouvez pas demander à ces jeunes, je vous le dis, vous ne pouvez pas leur demander d'être fiers d'un pays qui ne les célèbre pas, qui les marginalise, qui les traite comme ils les traitent, de façon inégalitaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, vous ne pouvez pas leur demander d'être fiers d'un pays qui ne célèbre pas leur père pour ce qu'il a apporté à ce pays, sa force de travail, sa culture, et lorsqu'il a libéré. Ça, vous ne pouvez pas. Oui, mais attendez. Écoutez, je me défie dans cette salle de me dire à qui on a enseigné dans sa scolarité au primaire, au collège ou au lycée, la diversité du peuplement de la France, hein, et notamment depuis un demi-siècle, hein, parce qu'on n'enseigne pas, on n'explique pas que ce pays est fait quand même de Français, vous disiez tout à l'heure qu'ils peuvent être musulmans, juifs, catholiques, protestants, peu importe, qui peuvent être des Noirs, des Arabo-Berbères, des Antillais, des Africains d'origine.
hein, une génération avant, on ne l'enseigne pas, on ne le montre pas, on ne l'apprend pas à nos enfants, et encore moins, on ne leur dit pas, on ne leur célèbre pas, mais voilà ce que vos parents ont apporté à ce pays. Mon père, il a libéré ce pays. Il est allé jusqu'à Berlin, il a libéré ce pays, il a libéré les camps. Je trouve de cela nulle trace dans le livre d'histoire de mes enfants. J'ai appris, parce que je suis un enfant de l'école républicaine comme vous, j'ai appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Écoutez, oui, c'est vrai, les ancêtres sont des Gaulois, mais depuis, j'ai d'autres ancêtres qui sont venus peupler ce pays. Et mes enfants prennent toujours, nos ancêtres sont des Gaulois, on ne leur apprend pas que leur grand-père était un maghrébin, d'origine maghrébine. Et je parle de sinon, mais franchement, la République, il faut qu'elle se réinvente, qu'elle se réunifie et qu'elle traite de ces sujets objectivement. Il faut faire cet effort de compréhension, c'est très important. Merci. Je voudrais vous donner la parole très rapidement à ceux qui nous ont permis de nous retrouver ce soir. Hein. Je ne sais pas si c'est Anna, ou Bilal, ou Anne-Sophie, pour nous dire deux mots. Et ensuite, je vois quelques mains qui se posent. Alors, juste encore une fois, évidemment, il y aura des frustrés. Ça va être mon rôle. On est limité dans le temps. Je sais qu'à 21h, on doit finir. Donc, présentez-vous et posez une question courte, s'il vous plaît, de manière à ce que chacun ici puisse intervenir. Donne le micro. D'abord, merci. Merci Yassine Samek, merci à tous les intervenants. Merci à tous les intervenants d'avoir participé à ce débat. Merci au nom de Déborah, de Bilal qui est parti, et de moi-même. Merci à Ofer qui nous a aidés dans l'organisation de cette conférence. On va maintenant passer aux questions. Alors. Juste un petit mot avant les questions. On sait que le thème qui a été discuté ce soir est un thème sensible, sujet aux crispations. Alors le débat a été serein. On espère que vous serez aussi serein dans vos questions. Voilà. Vas-y, là, je vais d'abord donner la parole à M. Blanc. En fait, il va falloir que vous venez un peu. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que les Israéliens assassinent délibérément des enfants palestiniens pour le plaisir par sadisme pur, ou bien est-ce que ce sont est-ce que c'est un fantasme? Alors là, il y a la responsabilité de la presse, il y a la responsabilité, pour vous donner un exemple, très récemment, il y a une certaine rouleau de Daoudi qui est employée aux Nations Unies, qui a publié la photo d'une malheureuse petite fille palestinienne couverte de sang. Elle était morte elle l'a présentée comme une victime d'Israël, alors qu'elle était morte en 2009 dans un accident de vélo. Bon, alors, quand vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Alors, quand vous voyez ça, je termine ma question. C'est une chose importante, c'est une chose qui a été évacuée. C'est de savoir s'il y a un courage de crainte, s'il y a une propagande malveillante, calomniatrice, qui oblige des jeunes à se remplir de haine. Et justement, M. Pégal, pourquoi, qu'est-ce qui handicape les jeunes? C'est la haine. Cette haine qu'on leur communique et qui les handicape. Et c'est ça qui va les empêcher de s'intégrer. C'est tout. Et le jour où ils seront guéris de cette haine, alors c'est pas leur faute. On leur court le crâne dans les médias. On leur constamment. Le meilleur exemple, c'est l'affaire Abdoura.
Cisjordanie. Or, depuis, ces territoires sont appelés Judée et Samarie par les Israéliens. Depuis le traité de Soreo en 1920 a indiqué que ces territoires font partie de l'État juif, de l'État d'Israël. Non, il ne s'agit pas de territoires occupés, de territoires disputés. La chaîne publique France 2 a diffusé un reportage de Jean Landerlin sur les images de Satan Ramal, palestinien. Madame, vous n'avez pas la parole. Charles Landerlin a indiqué que les tirs provenaient de la position israélienne. Son cadet Hamas a dit exactement la même chose, et il nous a dit, je n'ai jamais dit cela. Ensuite, Marc Chabot, qui a dit l'information, a déclaré on ne saura jamais quelle est l'origine des tirs, venait-il de la position israélienne ou des Palestiniens. Donc, c'est parce que cette Mohamed Al-Dourani avec le sang. Vous avez regardé pas sur la télé, regardez France 2, madame. Regardez France 2, madame. À 12 ans. Monsieur Jardin, bravo, monsieur Jardin, bravo. C'est nul, c'est ça du travail, une génération. Respectez ceux qui veulent poser des questions afin qu'ils puissent respecter ceux qui veulent poser des questions courtes afin que vous puissiez recevoir des réponses courtes et qu'on ne se sépare sympathiquement. Des questions courtes. Pardon, juste c'est peut-être une illustration que c'est compliqué de parler de ça, mais ça peut se faire aussi dans le respect des conditions des uns. Ce qui vient d'être exprimé est parfaitement légitime, mais on n'est pas là, je sais que c'est un sujet sensible, mais on n'est pas là pour faire le procès du Charles Berlin ou du service public. Vous noyez le poisson. Donc, non, oui, bien sûr aussi, vous n'avez pas pu vous exprimer comme chacun a pu l'entendre. Hein. Allez, en attendant, je relève simplement que vous n'avez pas posé de questions, vous êtes un non-développement. Mais soyez sympathiques par rapport aux autres. Je vais poser ma question recentrée sur le sujet. Monsieur Yann tout à l'heure a dit qu'il y avait une forme d'antisémite qui avait évolué en disant qu'il y avait un antisémitisme qui était géopolitique. Est-ce que pour vous, considérez que le fait d'être contre ce qui s'est passé entre Israël et Palestine, est-ce que c'est être contre déjà le peuple israélien, parce que c'est attaquer la géopolitique, c'est pas attaquer le peuple, et aussi, est-ce que ça a des répercussions sur le peuple aujourd'hui en France? Parce que le sujet c'était est-ce que les Français, les Français arabes et juifs de France étaient divisés par la question. Or, c'est pas ce que j'ai remarqué déjà, et pour ensuite passer sur ce qu'a dit tout à l'heure Madame Audrey Plouvard, c'était concernant le fait qu'il y avait les intégristes qui parlaient beaucoup au banlieusard. Je suis banlieusard, j'habite à Bobigny en 93. Mon témoignage, c'est que j'ai pas remarqué ce fait général qu'il y a des intégristes qui viennent nous parler. J'ai surtout remarqué qu'à la télé, il y a des choses qui se disent, et que c'est plus la télé qui parle plutôt que ces intégristes, et qui sont déjà d'une pas écouter, et en plus de ça, pas très nombreux. Merci beaucoup. Alors, ta question est excellente. Elle est excellente. On a dit ici quelque chose de très important au début. On n'a pas vocation à être pro-palestinien ou pro-israélien, c'est très important. On est tous ici pour essayer de faire en sorte que le dialogue soit possible. Et donc, ce que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que l'antisionisme est une position qu'on peut entendre, on peut parfaitement entendre, mais à l'intérieur de l'antisionisme, on sait très bien qu'il y a des petits embarcadères qui sont, eux, de l'antisémitisme. Au sein de l'antisionisme, il y a de l'antisémitisme, exactement comme au sein du racisme dans les années 30, il y avait évidemment des mutations
position qui devrait être audible. L'antisionisme, moi je l'entends. Par contre, je n'entends pas ceux qui profitent de l'antisionisme pour continuer à haïr. Juste, c'est tout. J'ai dit Vous ça. choisissez la vérité, pas Madame, la s'il Ah vous oui, plaît. Oui. Alors, il y a une question qui a été posée par Madame à Charles-Anderlin, et comme André Pulvar a été mise en pause, elle va aussi répondre. Brièvement, s'il vous plaît. On va encore d'autres questions. Charles, oui, s'il vous plaît. Le langage. Le gouvernement israélien a décidé d'une manière totalement unilatérale que, au contraire de l'usage fait par les Nations Unies et toutes les chancelleries européennes, la Cisjordanie s'appelle la Cisjordanie. Lorsque dans un reportage, quelqu'un dit la Judée-Samarie, je passe ces paroles et j'explique qu'il s'agit de la Cisjordanie. Que vous ayez décidé que ce sont des territoires disputés, comme le voudrait le gouvernement israélien, je veux bien, mais aussi bien les Nations Unies, les États-Unis, l'Amérique, que l'Europe considèrent que ce sont des territoires occupés. Et ce n'est pas en essayant de faire pression sur le service public que nous obligerait à changer de langage. Je suis israélien. Je vous garantis une chose. Si les services de sécurité israéliens avaient le moindre indication qu'il y a eu mise en scène ou autre, croyez bien qu'il l'aurait sorti. Je vais vous dire également la chose suivante. Talal Abou Ahmed, le caméraman de France 2 à Gaza, est autorisé régulièrement à sortir, à rentrer dans le territoire israélien. Point. Que cette campagne ait lieu en France, ça a lieu en France. Monsieur Karsanti, qui en est à l'origine, est aujourd'hui sous le coup d'une condamnation pour diffamation. On verra ce que la nouvelle audience en appel dira. Pour l'instant, je n'ai aucune intention d'en reparler. J'ai fait un livre là-dessus. Je vous conseille de le lire. Effectivement, tous les arguments y sont. Et je ne discuterai pas, encore une fois, c'est de la diffamation. J'ai effectivement que je fais partie des signataires de la pétition de soutien à Charles Anderlin, parce que je considère que le procès insorcelé qui lui est fait est un procès indigne. Je considère que, du sait sa modestie à en souffrir, Charles Anderlin est un exemple pour les journalistes en France et dans d'autres parties du monde, que c'est quelqu'un qui œuvre à son niveau à la paix entre Israël et les Palestiniens. Et par ailleurs, puisque vous avez noté que j'étais parmi les signataires de la pétition soutien à Charles Anderlin, vous auriez pu noter aussi les nombreux éditos que j'ai pu faire, puisque j'en fais tous les matins sur France Inter, et les prises de position que j'ai pu avoir pour condamner avec la plus grande énergie, avec le plus grand dégoût pour les faits qui avaient été commis, pour condamner l'agression, la torture et la mort d'Inal Halimi. Vous auriez pu aussi noter à quel point j'ai publiquement, par exemple, quand j'ai reçu Morgan Cortés pour son livre Tout de suite, dénoncé l'atrocité des actes commis, dénoncé la propagation de l'antisémitisme dans ces quartiers. Tout journaliste peut se traiter. Je crois que c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai personnellement, de façon totalement discrète et sans ameuter qui que ce soit, participé à la marche qui avait été organisée après la mort d'Inal Halimi. J'ai plusieurs fois pris position. Au moment de la question de la flottille de la paix, je suis allée interviewer. Je réponds à votre question. Je sais exactement ce que je fais. Je suis vraiment des contrôles. Ah, donc c'est pas plus qu'un sujet. Madame, il me reste des questions. Je vous demande de pas passer plus de temps là-dessus. Est-ce que vous me permettez de terminer ma phrase? Madame, simplement, pour vous dire, au moment de l'attaque de la fameuse flottille
large, dans la petite émission de 2 heures que j'animais quotidiennement sur les télés à l'époque, à une version un peu plus raisonnée des événements. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vais vous demander d'être succinct dans vos questions. Merci, Farid Echec, je suis entreprise, je suis aussi élu local. J'avais une question parce qu'en fait ça me taraude un peu sur ces histoires d'Israël-Palestine. En fait, on n'impacte réellement dans la vérité, dans la vie des Français, dans la vie des jeunes, des cités, etc., dans leur quotidien, en fait, il n'y a aucun impact. Et je me demande si c'est pas une façon en fait de cacher les réels problèmes de la société française en termes de discrimination sociale qui touche réellement les populations des quartiers populaires et qu'ils soient blancs, noirs ou arabes, parce qu'en réalité le problème n'est pas de race mais bien un problème de discrimination sociale, et qu'on nous ramène sur le tas de problèmes d'antisémitisme, d'Israël, de Palestine, pour cacher un peu, parce qu'en fait en réalité, quelque part, je comprends les gens qui ont de la famille en Israël ou des gens qui ont de la famille en Palestine, mais qui n'est pas la majorité des gens du quartier, en fait on s'en fout un peu, mais on veut nous faire croire que c'est notre problème. Et ça, je pense que c'est un gros souci. Et le deuxième point, c'est qu'on nous met souvent en avant l'antisémitisme et le racisme. C'est deux points que c'est quelque chose qui me gêne beaucoup avec la vérité, puisque pour moi, à partir du moment où il y a un rejet de l'autre, c'est plus le racisme. De mettre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire que quelque part, il y a une hiérarchie sur le rejet de l'être humain. Et ça me gêne également beaucoup dans les différents discours qu'on peut trouver. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, malheureusement. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, regardez, je le dis à certaines personnes ici, et je suis obligé de le dire, je ne peux pas partir comme ça. Lorsqu'on vient dans un débat comme celui-ci, où des jeunes, peut-être pendant des semaines, ont organisé, on ne peut pas laisser sa subjectivité dépasser le débat et l'organisation des gens qui sont là et qui ont travaillé pour ça. Avant d'intervenir, la personne qui est intervenue avant moi, je ne crois pas que je suis d'accord avec elle, je veux le dire et je respecte ce qu'elle a dit, il n'y a aucun problème. Je voulais, avant juste de dire 2 mots, remercier toutes les personnes qui sont là. Je suis ravi parce qu'ils ont donné de leur temps pour échanger avec nous. Merci Ofer pour ces espaces que tu crées, parce qu'on en a besoin et c'est de ça qu'on manque dans les banlieues. Alors, Madame Pulvar, juste pour dire, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'intervention précédente, c'est par rapport à ce qui se passe dans le quartier populaire. Moi, j'ai l'impression que depuis un petit moment, on laisse certains jeunes, on laisse un certain entre-soi se développer. Et même s'ils s'en foutent, il y a un terreau qui existe, on le sait, on ne fait rien, et du jour au lendemain, lorsqu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les outils, ils n'ont rien, et bien dès que la question se pose, dès qu'il y a une frustration, et ben c'est super simple de s'inscrire dans une vision manichéenne de la société, parce qu'il suffit d'être de confession musulmane, pas pratiquant, rien connaître dans l'islam, et on s'inscrit pour la cause palestinienne. C'est ainsi dans plein de sujets importants qui nous bouffent au quotidien dans notre travail, parce que vous avez parlé d'Aubervilliers, je vais en parler. Moi, je suis chargé de mission jeunesse à Aubervilliers, j'y travaille depuis 17 ans, je vois un peu l'élu avec laquelle vous avez parlé, mais madame, je vais vous dire, moi, lorsqu'on parle de Mohamed Merah, pour moi, je suis d'accord avec vous. Je m'en fous. Lorsque je dis je m'en fous, ça veut dire que je ne condamne pas ce qu'il a fait. Mais son acte me nuit et je vous le dis, nuit plusieurs personnes françaises, palestiniennes, israéliennes, qui travaillent avec beaucoup de difficultés depuis des années, qui sont invisibles et qui essayent de mettre de leur énergie pour essayer de permettre ces rencontres-là. Celui qui vous parle, juste après le conflit au Liban, juste après la guerre au Liban, eh ben on a fait venir des Israéliens et des Palestiniens, on est parti au Maroc avec des fourgonnettes à partir autour d'un atelier d'écriture, ça a marché. Ofer Bronstein qui est là avec nous, il fait un travail formidable, il nous a mis en contact avec des gens en Israël et en Palestine qui travaillent main dans la main. Qui sommes-nous ici français pour condamner l'un ou l'autre là-bas? Alors que quelques-uns sur place font l'effort d'aller les uns vers les autres. Et essayez de vous renseigner sur la région de Gilboa et Jénine. Je ne parle pas de la ville de Jénine, je parle de la région de Jénine. Et vous allez voir le travail formidable qui est fait entre les deux populations, entre les deux gouverneurs. Magnifique. Je suis allé rencontrer avec des jeunes Alberti Villarien, le père de Gilad Shalit, et on a eu un débat. Pourquoi on rencontre un soldat? Et du coup, les jeunes, ils ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'au nom des valeurs républicaines, on a ce droit et on a ce devoir d'intervenir au nom des droits de l'homme. C'est ça qui doit être notre filigrane à nous lorsqu'on intervient auprès de notre jeunesse, de nos quartiers populaires. En tout cas, merci beaucoup à vous et j'espère qu'il y aura d'autres moments comme ça. Et j'espère que vous allez donner envie, ça serait presque ma question, mon souhait, à tous les jeunes, je ne parle pas des adultes qui sont là, à tous les jeunes de Sciences Po qui sont ici, qu'on ne leur donne pas des idées, du prêt à penser,
Ça veut dire, eux, demain, ils auront la société entre les mains. Donnons-leur envie de réagir et d'intervenir dans le bon sens. Moi, je vous le garantis que lorsqu'on crée des espaces et des temps, on permet l'interaction entre les gens, eh bien, ils oublient le reste. C'est des êtres humains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est malheureusement terminé. Je voudrais juste laisser peut-être Audrey répondre. Non, même toi, tu pourras rien dire. Et Yazid, alors, la question est peut-être aussi sociale.